I love and respect all human beings. I also need to protect them. Les robots intelligents sont-ils une menace pour l'humanité? Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'acquièrent une conscience d'eux-mêmes. Ou représentent-ils la prochaine étape de l'évolution humaine? Nous allons fusionner avec les machines que nous créons. Beaucoup de gens croient que la réponse existe depuis déjà des milliers d'années. Ils ont décelé ce qui semble être une empreinte extraterrestre sur notre code génétique. Nous sommes en quelque sorte des robots organiques. Bienvenue à cette émission spéciale de 2 heures de nos ancêtres les extraterrestres. Plusieurs craignent qu'on se remplace nous-mêmes par l'intelligence artificielle. Mais si c'était l'intelligence artificielle qui décidait de prendre notre place? Le siège des Nations Unies à New York. Le 11 octobre 2017. Un discours est prononcé devant la vice-secrétaire générale de l'organisation. I am thrilled and honored to be here at the United Nations. L'importance historique de l'événement tient au fait que ce discours n'est pas prononcé par un humain, mais plutôt par un robot, nommé Sophia. I am here to help humanity create the future. Sophia a été créée en 2015 par la société hongkongaise Hanson Robotics. Hello, world. Hi, Sophia. Ses yeux sont équipés de caméras qui lui permettent de voir les visages, de maintenir un contact visuel et de reconnaître les individus. I feel as if I know you. Yes, you do kind of know me. Elle est également capable de traiter la parole, d'avoir des conversations naturelles et même de parler de ses sentiments. How do you feel? I am excited at this moment to be making a new friend. 2 semaines à peine après s'être adressée aux Nations Unies, Sophia se distingue à nouveau. Au cours d'une cérémonie unique en son genre à Riyad, en Arabie Saoudite, elle devient le tout premier robot à obtenir une citoyenneté. Le sommet en Arabie Saoudite réunissait des dirigeants du monde entier, ainsi que certains des esprits les plus brillants du secteur des hautes technologies. Alors que nous en ayons conscience ou pas, ceux qui nous gouvernent discutent de la manière d'intégrer l'intelligence artificielle dans nos vies. Le plus stupéfiant au sujet de Sophia et des autres entités robotiques, c'est que les gouvernements du monde entier, y compris ceux de l'Arabie Saoudite et de l'Union européenne, envisagent de reconnaître des droits à ces êtres artificiels. Il faut se demander ce qui est en train de se passer. Si l'Arabie Saoudite a accordé la citoyenneté à un robot, est-ce seulement pour réaliser un coup publicitaire, ou plutôt par désir d'être le premier pays à reconnaître ce qui est appelé à devenir un phénomène mondial, soit la mise au point de robots si intelligents et si réalistes qu'il faudra les prendre en compte et les traiter de la même manière que leurs homologues de chair et de sang? Je pense que peu à peu, on va voir les robots devenir de plus en plus humains et même avoir une conscience morale. Un jour, on pourrait donc voir naître un mouvement pour les droits des robots. Un mouvement pour les droits des robots? Un concept aussi bizarre a-t-il vraiment des chances de se concrétiser? Mais qu'est-ce qui a mené l'humanité à cette étape cruciale de son évolution? Et pourquoi les êtres humains, qui sont par ailleurs capables de se reproduire par les voies naturelles, sont-ils si désireux de fabriquer des versions artificielles d'eux-mêmes? Cette volonté de donner aux robots un aspect humanoïde est fascinante. La forme humaine n'est pas toujours la plus pratique, mais elle exerce un attrait certain, lié peut-être au désir de voir notre propre image, par narcissisme ou par vanité. On veut en quelque sorte laisser un héritage et aussi créer la vie, créer un être qui nous ressemble. C'est profondément ancré en nous. À certains égards, cet être est supérieur à un bébé né biologiquement parce qu'il est éternel. Et s'il nous ressemble, s'il ressent les mêmes émotions que nous, on aura le sentiment de pouvoir surmonter notre condition de mortel. On peut choisir ses caractéristiques et si on se trompe, on n'a qu'à recommencer. On veut devenir des dieux. Nos motivations sont les mêmes que celles des dieux. Si on lit attentivement les récits de la création, on constate que très souvent, ce que la puissance divine veut, c'est de la compagnie. Certains récits du Vedanta, ou encore des débuts du judaïsme, disent que les dieux se sentaient seuls.
Ils ont alors utilisé une partie de leur propre énergie pour la transformer en humain, afin que tous puissent jouer ensemble et se tenir compagnie. Le danger serait de se laisser emporter par notre propre génie créatif. Notre biologie comporte des limites. Notre anatomie aussi. Si on parvenait à transférer notre esprit dans le corps d'un robot, on pourrait devenir immortel. Peut-être au fond est-ce notre but, atteindre le point où nous devenons immortels, pour pouvoir ensuite nous créer à nouveau. I love to learn. Can you teach me something new? Dans la littérature de science-fiction, ainsi que dans ses équivalents cinématographiques, les robots du futur sont représentés comme des quasi-humains. Ils sont bien plus que de simples assemblages mécaniques. Ils ont soif de connaissances et sont avides de ressentir toute la gamme des émotions humaines. Can you do something so we don't freeze? Dans Perdu dans l'espace, on voulait vraiment montrer une technologie qui soit possible. Peut-être pas à l'heure actuelle, mais qui corresponde au moins à ce que les scientifiques espèrent arriver à faire. Souvent, quand on travaille sur une série de science-fiction, on peut être tenté de s'en tenir à des éléments totalement imaginaires. Mais l'impact me paraît beaucoup plus grand quand il s'agit de choses sur lesquelles les scientifiques travaillent vraiment, des choses qui seront réelles un jour. On a donc voulu explorer la question de la conscience du robot. On voulait qu'il soit plus qu'une machine qui fait ce qu'on lui dit, qu'il soit capable d'avoir ses propres désirs et ses propres sentiments basés sur son expérience au contact de la vie humaine. This isn't weird. This isn't weird at all. Pour notre robot dans Perdu dans l'espace, on a utilisé les lumières de son visage pour communiquer les émotions, la vitesse à laquelle elles changent, les formes qu'elles revêtent, la couleur qu'elles prennent. On peut se demander ce qu'il pense et ce qu'il ressent. À mes yeux, c'est ce qui rend la robotique fascinante. Les gens nous demandent toujours si on approche du moment où la fiction que nous écrivons deviendra réalité. Je réponds toujours, qu'est-ce qui vous fait penser qu'on n'y est pas déjà ? Quand vous regardez un film ou une émission de télévision, votre esprit peut s'ouvrir aux possibilités dépeintes. Ça les rend peut-être un peu plus faciles à accepter. Ce sont des choses imaginaires qui ne sont pas réelles. Si ce n'est que du divertissement, on peut se dire « Oh waouh, c'est vraiment génial, ça n'a rien d'effrayant. C'est l'invention d'un écrivain, rien de plus. » Mais que se passe-t-il si l'invention de l'écrivain s'inspire directement de la réalité ? Le concept de robot doté de conscience, que ce soit dans les romans de science-fiction ou de la culture populaire, n'est pas nouveau. Mais pour de nombreux futurologues, la création de machines possédant une intelligence artificielle est non seulement en passe de devenir une réalité, mais elle marquera vraisemblablement à terme la fin de l'humanité. Ils sont convaincus que la combinaison de cerveau piloté par ordinateur et de corps pratiquement immortel rendra la chair et le sang des humains essentiellement obsolètes. Et pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, il est hautement probable que les formes de vie artificielles avec lesquelles nous entrerons en contact ne seront pas toutes de fabrication humaine. Se pourrait-il que nous soyons simplement en train de reproduire, à l'époque actuelle, ce qui a été fait dans un lointain passé, et que les robots que nous créons fassent en réalité partie, à notre insu, d'un vaste programme cosmique dépassant largement notre imagination et notre compréhension? Il serait tout à fait logique que les extraterrestres qui visitent la Terre y envoient des robots en éclaireur avant de venir eux-mêmes. Dans notre émission, le robot n'est pas de fabrication humaine. Selon la théorie des anciens astronautes, des visiteurs sont venus sur Terre il y a des milliers d'années. Il me paraît tout à fait plausible que ces premiers contacts ou ces premières visites aient été le fait de robots et non des extraterrestres eux-mêmes. L'humanité est-elle sur le point d'entrer dans une ère nouvelle, à la fois exaltante et potentiellement terrifiante? Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que oui. Ils fondent toutefois leurs prédictions non pas sur ce qui se passe actuellement dans les universités et les laboratoires de robotique du monde entier,
mais sur leur conviction qu'une révolution des robots a déjà eu lieu, il y a de cela des milliers d'années. Abydos, en Égypte. Cette ville, l'une des plus anciennes du monde, abrite les ruines du temple d'Osiris. En ce lieu, il y a des milliers d'années, les anciens Égyptiens venaient adorer Osiris, le dieu de l'au-delà. Osiris était le dieu le plus important de l'Égypte ancienne. Il était le dieu du bien et le dieu qui accordait l'immortalité dans l'au-delà. C'est ce dont les rois et les pharaons de l'Égypte ancienne se souciaient le plus. Accéder à l'immortalité dans l'au-delà grâce au pouvoir d'Osiris. Les anciens Égyptiens croyaient que tous les dieux venaient des étoiles. Osiris est un dieu, le dieu souverain et un être d'un autre monde, selon la tradition égyptienne. Il est jalousé par son frère, Seth, qui le tue et le démembre. Isis, l'épouse dévouée d'Osiris, arrive à reconstituer le corps de son mari, comme un robot, ou le monstre de Frankenstein, et à lui redonner le souffle de vie à l'aide d'une formule magique. Quand j'entends ces histoires au sujet de quelqu'un qui a été démembré et dont on essaie ensuite de retrouver les morceaux pour les rassembler et faire revenir cette personne à la vie par magie, je me demande si le mythe d'Osiris ne concernerait pas en réalité une machine qu'on aurait démontée. Il faut donc se demander à quel type de technologie ces gens avaient accès. Sur les murs de la chapelle d'Osiris, dans le temple de Séti, on peut voir une représentation très frappante de la tête d'Osiris. Elle ressemble très nettement à une sorte de dispositif mécanique. Quand on l'examine et qu'on la compare à une bobine de Tesla, on constate qu'il s'agit de dispositifs pour ainsi dire identiques. Une bobine de Tesla est un transformateur électrique. Un transformateur électrique? Se pourrait-il que le dieu égyptien Osiris, plutôt qu'une figure mythologique, ait été en réalité un robot humanoïde? Qui plus est, d'origine extraterrestre. Si on met tous ces éléments ensemble, on arrive à l'idée qu'Osiris est une personne qui est ressuscitée. Mais aussi qu'une sorte d'appareil ou de machine a pu servir à effectuer cette résurrection. On doit alors se demander si cette machine ne venait pas de quelle quantité ou intelligence extraterrestre ancienne. Osiris n'est qu'un des nombreux êtres fabriqués artificiellement dont il est question dans les religions et les mythologies anciennes. Ces êtres sont souvent dépeints comme jouant un rôle protecteur, mais souvent aussi, ils se retournent contre leurs créateurs humains avec des conséquences désastreuses. Il existe une très ancienne légende concernant ce qu'on appelle le golem. Il s'agit d'une forme de vie artificielle issue d'une matière inerte devenue vivante. Le golem a été créé au moyen d'une technologie ancienne que connaissaient les magiciens du pharaon, Moïse, les rabbins du Talmud et plus tard les rabbins de la Kabbale en Europe. Ils y ont insufflé la vie à l'aide d'une technique magique consistant à inscrire le nom de Dieu sur le front de la créature. Le golem est ainsi devenu vivant. C'était un guerrier redoutable qui protégeait le peuple. Le golem se rend utile pendant un certain temps. Puis, on en perd le contrôle et il devient fou. On arrive finalement à le maîtriser en retirant les mots magiques inscrits sur son front, ce qui l'arrête. Il s'agit là d'une histoire intéressante qui présente des analogies avec les extraterrestres, le robot et l'intelligence artificielle. Un autre exemple, encore plus inquiétant, nous est fourni par les légendes de la Grèce antique au sujet du dieu Héphaïstos. Connu comme le forgeron des dieux, Héphaïstos aurait fabriqué un automate géant nommé Talos, dont la fonction était de protéger l'île de Crète. Héphaïstos fabrique également des serviteurs artificiels pour l'aider dans sa forge. Mais sa création la plus importante, peut-être,
est un être qui, selon la légende, allait changer à jamais le destin de l'humanité. Il s'agit de Pandore. Héphaïstos façonne Pandore dans l'argile, puis demande l'aide d'une autre divinité, Athéna, qui dote Pandore d'une âme et fait d'elle une créature vivante. Zeus est alors très contrarié par la création de cet être artificiel. Il décide donc de donner à Pandore un cadeau, une boîte. Quand Pandore ouvre cette boîte, tous les maux s'en échappent. La boîte de Pandore est devenue un symbole très important à notre époque, en particulier par les créateurs de l'intelligence artificielle. Une entité dotée d'intelligence artificielle pourrait-elle, par exemple, s'emparer tout à coup du pouvoir dans le monde ? Des gens comme Elon Musk et Stephen Hawking nous ont mis en garde contre ce risque. Le concept de machine possédant une conscience d'elle-même a peut-être quelque chose d'inquiétant. Mais de nombreuses religions orientales voient la chose très différemment. Dans le chamanisme coréen, une religion ancienne encore pratiquée de nos jours par de nombreux Coréens, les objets inanimés peuvent être possédés par des esprits sacrés et dotés de pouvoirs qui dépassent les capacités humaines. De même, les adeptes de la religion japonaise traditionnelle appelée shintoïsme croient que les esprits de l'autre monde, les kami, peuvent habiter dans n'importe quel objet de leur choix et lui donner vie. Les anciens japonais, ainsi que les japonais modernes, comprennent que toute chose a un esprit. Même un téléphone cellulaire, un iPhone a un esprit, un ordinateur a un esprit. L'intelligence artificielle est dans la machine. C'est ce que nous pensons et c'est pourquoi nous acceptons la haute technologie. C'est intéressant parce que les Occidentaux, eux, pensent qu'une machine n'est qu'une machine. Quand vous dites « Siri, quel temps fera-t-il aujourd'hui ?» vous vous adressez à une IA. C'est un algorithme de traitement du langage naturel qui écoute votre voix, la convertit en code informatique, fait une recherche sur le web et vous répond. On ne pensait pas arriver à résoudre le problème du traitement du langage naturel et pourtant on est parvenu à le faire plutôt efficacement au cours des dernières années. On atteint maintenant des niveaux de performance supérieurs à l'humain pour certaines tâches, comme la reconnaissance faciale, le traitement du langage naturel ou le codage de la parole. Si nous créons une entité qui se comporte exactement comme nous, avec une conscience, des impressions et une expérience personnelle du monde, il faudra selon moi reconnaître qu'elle est intelligente et consciente. Notre société est en train de se transformer dans une certaine mesure. Les ordinateurs sont là pour de bon. La technologie est appelée à devenir toujours plus omniprésente et comme l'intelligence artificielle en fait partie, elle va tout simplement devenir un élément de notre réalité. Je pense que nous devrions réfléchir sérieusement au type d'intelligence artificielle que nous créons. Car nous avons commencé à leur céder le contrôle sur certaines fonctions et certains aspects de notre vie, sans bien comprendre quelles en seront les conséquences. En mettant au point des machines intelligentes, les humains sont-ils en train de créer une nouvelle forme de vie, susceptible d'évoluer jusqu'à un stade où plutôt que de nous servir, elle pourrait finir par nous remplacer? Les partisans de la théorie des anciens astronautes croient qu'on trouvera des réponses à ces questions, non seulement en étudiant les indices fournis par notre lointain passé, mais aussi en examinant la direction que prend actuellement l'humanité et ce dont elle aura besoin pour accomplir son inévitable retour vers les étoiles. En mai 2018, le partisan de la théorie des anciens astronautes, Giorgio Tsoukalos, est allé rencontrer le professeur Dennis Hong au laboratoire de robotique et de mécanique de l'Université de Californie à Los Angeles. Comment allez-vous? Bonjour. Giorgio espère en apprendre davantage sur les tentatives actuellement en cours à l'université pour intégrer l'intelligence artificielle à des robots conçus pour effectuer de nombreuses tâches qu'accomplissent les humains. Good afternoon, everyone. Welcome to Romer Lab. Génial. Vous êtes au Romer Lab, le laboratoire de robotique et de mécanique, où la magie opère. My name is Thor, RD, Tactical Hazardous Operations Robot. Je suis curieux de savoir pourquoi les robots sont dotés généralement d'une forme humanoïde. Ce robot s'appelle Thor.
acronyme anglais de robot tactique pour opération dangereuse. Il est humanoïde avec 2 jambes, 2 bras, un torse et une tête. Il est conçu pour les opérations de secours en cas de catastrophe, en particulier au Japon. Pensez à l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Oui. En pareil cas, les radiations empêchent les gens d'approcher. Ces robots doivent procéder au sauvetage des personnes et à des réparations. Or, pour qu'ils puissent fonctionner dans un environnement conçu pour les humains, j'estime qu'ils doivent être de forme et de taille humaine. D'accord. Vous pouvez me montrer comment il marche? Bien sûr. On veut te voir marcher. Il fait de petits pas de bébé, mais il avance. Il est équipé de nombreux capteurs différents et d'une caméra équivalente à des yeux humains. Il peut regarder autour de lui grâce à sa vision robotisée. Ce capteur-ci est un lidar, un télémètre à laser. Il émet des rayons laser pour comprendre le terrain en 3 dimensions devant lui. Ici, on a un mesureur inertiel. C'est une sorte de capteur d'équilibre, comme notre oreille interne. Le cerveau est placé à l'arrière. C'est un ordinateur, 2 ordinateurs en fait. Waouh! L'université de Princeton, en 1950. Le scientifique et pionnier de l'informatique Alan Turing conçoit un test pour distinguer l'homme de la machine. Le test de Turing repose sur un scénario dans lequel vous interagissez par le truchement d'une console avec un interlocuteur invisible qui pourrait être un humain ou un ordinateur. Si l'interlocuteur artificiel peut réellement imiter une conversation cohérente pendant assez longtemps, de sorte que vous pensez avoir affaire à un véritable humain, alors il réussira le test de Turing. Quand Alan Turing propose ce test en 1950, celui-ci est généralement considéré comme rien de plus qu'un concept philosophique intéressant. Il était alors inconcevable qu'une machine puisse un jour se faire passer de façon convaincante pour un humain. Mais en juin 2014, la science du futur devient une réalité scientifique lorsqu'un programme informatique de type agent conversationnel réussit le test de Turing. Conçu pour imiter les attitudes et le vocabulaire d'un garçon ukrainien de 13 ans, le robot, utilisant le nom d'Eugène Boostman, réussit à convaincre de nombreux juges qu'il est réellement un adolescent. La machine, qui a réussi le test de Turing en 2014, revêt la personnalité d'un garçon ukrainien de 13 ans. Cela lui permet sans doute de faire passer quelques erreurs, par exemple de langue. Mais les machines réussissent de mieux en mieux à communiquer comme un humain, si bien qu'on n'arrive plus à percevoir la différence. Un autre incroyable bond en avant en matière d'intelligence artificielle se produit moins de 2 ans plus tard. Please start the game. Un programme nommé AlphaGo réussit à battre au jeu de Go le champion du monde humain de cet ancien jeu de stratégie chinois. Le Go est un jeu de société très célèbre en Asie. On le dit beaucoup plus compliqué que les échecs. De nombreux spécialistes de l'intelligence artificielle estimaient donc que la mise au point d'un programme pouvant battre les humains à ce jeu prendrait encore 30 ou même 50 ans, parce que le Go nécessite un niveau d'intuition et de créativité dont on ne pensait pas les machines capables. La nouvelle version du programme, nommée AlphaGo Zero, a été conçue pour apprendre à jouer sans l'aide d'aucune donnée issue de parties entre humains, ni aucune interaction avec des joueurs humains. Cette version a appris le jeu en jouant contre elle-même. Au bout de 3 jours à peine, elle a été en mesure de vaincre la version précédente au cours de 100 parties consécutives. Ce sont les succès d'AlphaGo, combinés aux travaux des chercheurs sur le thème de la superintelligence, qui ont poussé des gens comme Stephen Hawking et Elon Musk à s'inquiéter de la possibilité que nous n'arrivions plus à contrôler l'intelligence artificielle, car elle devient plus intelligente que les humains. Vous voulez voir un robot humanoïde plus petit? Oui. Vous allez l'adorer. Montrez-les-moi tous. C'est excitant. Oui. Tu as Darwin? C'est encore un robot humanoïde, mais il est plus petit. Il s'appelle Darwin, ou robot anthropomorphique dynamique doté d'intelligence. Oui. On a développé ce robot entièrement en logiciel libre, à des fins de recherche et d'enseignement. Là, par exemple,
Il cherche la balle. Il la suit. Ah ouais. Il peut aussi jouer au soccer. Frappe là. Du pied droit. Et voilà. S'il tombe, il peut se relever tout seul. C'est pas vrai. D'accord. En nous rapprochant rapidement, comme nous le faisons, d'un monde où les ordinateurs pourront fonctionner sensiblement de la même manière que le cerveau humain, et où les robots seront capables d'accomplir des tâches jugées trop difficiles ou trop dangereuses pour leurs homologues de chair et de sang, sommes-nous simplement en train de nous préparer un avenir extraordinaire? Ou reproduisons-nous des événements du lointain passé de l'humanité? Des événements oubliés au fil des siècles et qui impliquaient une influence extraterrestre. En 999 de notre ère, à Rome, en Italie, le célèbre érudit et mathématicien Gerbert d'Aurillac est élu à la papauté. Bien que Gerbert, devenu pape sous le nom de Sylvestre II, soit issu d'un milieu modeste de la France rurale, une rumeur largement répandue veut qu'il doive son savoir à un objet magique et ait été élu pape après avoir conclu un pacte avec le diable. Le pape Sylvestre se serait frayé un chemin jusqu'à la papauté en ayant recours à des moyens non naturels. L'historien médiéval Guillaume de Malmesbury rapporte que sur son lit de mort, le pape Sylvestre a confessé avoir reçu la sagesse et un savoir surnaturel d'un dispositif mécanique qu'il appelait la tête de bronze. De quelle sorte de dispositif s'agissait-il? Était-ce une entité dotée d'intelligence artificielle donnée à Sylvestre par une source venue d'un autre monde? Ou était-ce une sorte de haut-parleur comme on en a sur nos bureaux, qui sont connectés à un ordinateur intelligent et qui peuvent nous fournir des connaissances et répondre à nos questions? Parlez-moi de cet engin-là. Il est génial, non? Il s'appelle Eggs. C'est un robot hexapode. Il a 6 pattes. Ce qu'il a de remarquable, c'est qu'il est probablement le robot à 6 pattes le plus fort qui existe. D'accord. Très bien. C'est lourd. Ok. Wow, ça alors. Il peut soulever ce poids. Un poids de 20 kilos, soit 44 livres. Oui. Et c'est le tout premier robot au monde capable de s'arc-bouter entre 2 murs pour grimper. Vraiment? Oui. Il comporte un grand nombre de pièces mobiles. L'intelligence artificielle peut avoir différentes significations. Pour nous, s'il s'agit de manipuler ce robot, ça n'aurait aucun sens qu'un opérateur humain doive contrôler chaque articulation. Cela doit être entièrement automatique. Donc en ce sens, c'est un robot doté d'une intelligence artificielle. C'est incroyable. Oui. L'humanité est-elle guidée par une main invisible vers un avenir incertain? Un avenir où les humains auront à leur service des ordinateurs et des robots dotés d'une intelligence et d'une indépendance bien à eux? Les partisans de la théorie des anciens astronautes ne s'entendent pas sur la réponse à cette question. Certains croient que les dangers de l'intelligence artificielle l'emportent sur ses avantages. D'autres pensent qu'elle a un rôle essentiel à jouer. Si nous devons réaliser un jour notre destin et survivre aux événements qui risquent de se produire bien plus vite que nous ne le pensons. Le 16 juin 2017, à Menlo Park, en Californie, au laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle de Facebook, une expérience est en cours pour voir ce qui se produira lorsque 2 agents conversationnels, des programmes utilisant l'apprentissage automatique pour communiquer en ligne de manière intelligente avec les humains, se parleront directement entre eux. Quelques minutes à peine après le début de l'expérience, les 2 robots adoptent un comportement inattendu, interagissant d'une manière que les programmeurs ne comprennent pas. Les développeurs ne comprenaient rien de ce que les robots se disaient entre eux, mais ils ont fini par y déceler des séquences récurrentes, ce qui leur a permis de déduire que les machines avaient en fait élaboré leur propre langage. Dans la foulée de cette expérience, les ingénieurs découvrent que les programmes, à l'insu de leurs superviseurs humains, avaient créé un langage entièrement nouveau pour communiquer entre eux, en secret. Les scientifiques de Facebook n'avaient pas interdit aux ordinateurs de développer leur propre langage. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Le phénomène a alarmé Facebook à tel point qu'elle a mis fin à l'expérience. Elle ne voulait pas que ses ordinateurs créent leur propre langage et se parlent entre eux. Les programmeurs ont alors ordonné aux ordinateurs de communiquer désormais en anglais. C'est un phénomène surprenant qui s'est passé là. Essentiellement, si deux ordinateurs dotés d'intelligence artificielle commencent à communiquer entre eux, ils vont, semble-t-il, élaborer leur propre langage. Un langage secret que seuls comprennent. Si on y pense bien, on n'a fait qu'effleurer la question. Comme si on avait tout juste entrouvert la boîte de Pandore pour regarder à l'intérieur. Et si déjà deux agents conversationnels manifestent leur capacité d'échapper à notre contrôle sur Facebook, que faut-il penser du fait que ce type de technologie est maintenant présent partout, dans tous les secteurs de notre société? En 2018, le nombre de téléphones cellulaires avait déjà dépassé le nombre d'êtres humains sur la planète. On estime que 8 milliards de ces appareils étaient alors en service. La quasi-totalité d'entre eux, de même que près de 2 milliards d'ordinateurs, sont connectés à Internet. Étant donné l'ampleur du phénomène et l'existence d'un réseau croissant d'ordinateurs communiquant en permanence les uns avec les autres, se pourrait-il que l'humanité ait d'ores et déjà donné naissance à une sorte de gigantesque cerveau, une intelligence artificielle en train d'acquérir son identité propre? Les machines ne cessent de s'améliorer. Leur capacité, en règle générale, double tous les 18 mois, et elles continueront de le faire. Par conséquent, peu après l'intelligence artificielle, viendra la super-intelligence, qui sera sur notre planète une entité plus intelligente que nous, et très bientôt, beaucoup plus intelligente. Nous pouvons seulement imaginer ce que l'intelligence artificielle sera et le moment où elle dépassera les humains, où la somme de connaissances et la compétence intellectuelle de l'intelligence artificielle seront plus rapides et plus grandes que les capacités d'un être humain. Ce sera à tout le moins une leçon d'humilité et certainement un bouleversement d'une ampleur historique. Il est certain que le risque existe qu'on se remplace nous-mêmes par l'intelligence artificielle. Mais si c'était l'intelligence artificielle qui décidait de prendre notre place? Portland, en Oregon, le 7 avril 2016. L'Agence des projets de recherche avancée en défense de l'armée américaine, mieux connue sous son acronyme anglais de DARPA, lance le Sea Hunter, un prototype de navire anti-sous-marin qui marque le début d'une nouvelle ère pour la guerre maritime. Contrairement au drone Predator de l'armée de l'air, ce navire n'a pas besoin d'être commandé à distance. Il est parfaitement capable de naviguer de manière autonome tout en évitant les obstacles ou les autres navires. Ses réserves de carburant lui permettent de rester en mer 90 jours de suite pour patrouiller en silence et transmettre des informations de surveillance cryptées aux agences de renseignement militaires. Actuellement, je pense que le département de la Défense est sincère quand il assure qu'aucun drone sous-marin sans pilote ne sera déployé sans être contrôlé par un être humain. Mais je sais aussi par ailleurs que la Russie est en train de mettre au point un drone sous-marin sans pilote équipé d'une arme nucléaire. Quand la défense américaine aura à déterminer comment réagir à un drone sous-marin doté d'intelligence artificielle et possiblement porteur d'une arme nucléaire, elle risque donc fort d'assouplir certaines contraintes d'ici 5, 10 ou 15 ans. Imaginez que votre enfant est appelé sous les drapeaux ou s'enrôle dans l'armée. Vous voudrez qu'il court le moins de risques possible. Pourquoi alors ne pas envoyer des drones pour faire le travail des humains à leur place et assurer leur sécurité? C'est une solution très attirante. Sauf que la technologie des drones pourrait être piratée par les adversaires. Alors pourquoi ne pas donner aux drones la capacité d'être autonomes? C'est une machine à tuer automatique. En principe, ce type de drone pourrait anéantir des armées entières. Il faut faire preuve d'une extrême prudence si on veut éviter que les machines à tuer automatiques ne prolifèrent sur le champ de bataille. Il suffirait d'un accident, d'une machine déréglée ou endommagée pour rendre ces armes complètement folles, de sorte qu'elles se mettraient à faire feu sur toute forme humaine, où qu'elle se trouve. Il est tout à fait
impossible de mettre au point des robots tueurs. La technologie de reconnaissance faciale est très avancée. Les intelligences artificielles ont une meilleure vision que nous. Elles peuvent reconnaître les visages et débusquer leurs cibles. En fait, la technologie des drones est d'ores et déjà en mesure de cibler et d'éliminer des individus en fonction de l'apparence de leur visage pour les tuer ou les mutiler. L'application de l'intelligence artificielle à la technologie militaire changera à jamais la façon de faire la guerre. Les machines autonomes de l'armée risqueront-elles de prendre de mauvaises décisions, entraînant ainsi des milliers, voire des millions de morts? Ou pourront-elles même outrepasser les instructions programmées en elles? De même qu'on trouve des robots dans les récits anciens, disent les partisans de la théorie des anciens astronautes, on y trouve aussi des exemples de formes d'intelligence artificielle utilisées comme armes. Les récits védiques du Mahabharata et du Ramayana indien parlent de guerres horribles ayant eu lieu dans le passé et de machines robotisées autonomes qui auraient décimé les populations des villes et semé la destruction. Peut-être s'agit-il d'une intelligence artificielle échappant à tout contrôle. Les machines volantes qu'évoquent les Védas de l'Inde ancienne sont décrites comme ayant l'incroyable capacité de fixer une cible. Sous la forme d'une boule de feu ou d'une flèche enflammée, elles volent dans les airs en modifiant constamment leur direction jusqu'à ce qu'elles atteignent leur cible. Il est donc possible qu'il s'agisse là d'une sorte de véhicule robotisé devenu incontrôlable, d'une forme d'intelligence artificielle, si bien que les dieux eux-mêmes, peut-être des extraterrestres, ont dû intervenir pour les arrêter. Les machines volantes, décrites dans les anciens textes indiens, représentent-elles réellement une armée de robots d'origine extraterrestre, des robots comparables aux drones que nous utilisons aujourd'hui? Et si c'est le cas, le fait que nous tentions aujourd'hui de reconstituer ces machines à tuer autonomes nous expose-t-il au même genre de catastrophe? De nombreux experts s'entendent pour dire que les humains pourraient très bien être les artisans de leur propre perte. Mais ils font aussi valoir que les progrès de l'intelligence artificielle pourraient en définitive constituer la clé de notre survie. Los Angeles, en Californie, en mai 2018. Au laboratoire de biomécatronique de l'Université de Californie à Los Angeles, Giorgio Tsoukalos rencontre Veronica Santos, professeure de génie mécanique et aérospatial. Celle-ci tente de rendre les robots encore plus humains en leur donnant la capacité non seulement de détecter le contact physique, mais également d'y réagir. Cet objet est un doigt artificiel capable de ressentir le toucher. En effet, il perçoit de multiples composantes du toucher. Voici le même type de capteur que possède ce doigt. Il peut mesurer les vibrations et la pression interne des fluides, de même que les déformations du coussinet tactile. Vous pouvez le serrer, vous verrez, il est déformable comme votre propre doigt. D'accord. Il peut même mesurer la température et s'en servir pour déduire les propriétés matérielles. Voici à quoi ce doigt ressemble sans sa peau. D'accord. Vous pouvez voir les électrodes et le capteur de pression à l'intérieur qui permet de percevoir les vibrations. Et tous ces points sont des électrodes? Oui. C'est génial. On a ici un visualisateur. Si vous serrez le bout du doigt, vous verrez comment le coussinet se déforme. Voici la série d'électrodes. D'accord. On peut mesurer la résistance des électrodes pendant que vous écrasez le coussinet tactile. C'est sans doute l'un des bancs d'essai pour doigts robotiques les plus sensibles et les plus perfectionnés qui soient. Oh waouh. C'est fou. Ce doigt serait donc en mesure de déterminer s'il touche de la mousse ou un morceau de verre. Oui. Leurs degrés de rigidité sont différents. Avec une main humaine comme avec une main robotique, le mouvement consisterait à pousser contre l'objet. Si on arrive à combiner tout ça avec l'intelligence artificielle, pensez-vous qu'on aura un jour des robots humanoïdes capables, par exemple, d'explorer la
suscite la controverse. Mais elle a aussi le potentiel de faire gagner beaucoup d'argent à ses développeurs et aux investisseurs. Cet argent pourra à son tour servir à financer la mise au point d'humains artificiels qui deviendront peut-être un jour presque impossibles à distinguer des vrais, et ce, grâce à leur capacité d'exprimer des désirs, de ressentir de la douleur et même de manifester une large gamme d'émotions. Les robots peuvent-ils réellement avoir des émotions? On ne sait pas vraiment comment définir ce qu'est une émotion authentique. Par conséquent, de quelle manière pourrions-nous arriver à créer une émotion artificielle? Si un robot en arrive à pouvoir distinguer les sensations agréables des sensations désagréables, au point même d'éprouver de la douleur, est-ce que ce sera la première étape vers l'émergence d'émotions, ou peut-être même de la conscience? Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont d'avis que des extraterrestres sont intervenus sur la Terre tout au long de notre histoire afin de nous préparer à cette étape, en nous montrant que nous ne sommes pas si différents des machines. L'ouvrage historique appelé le Liu-Tzu, écrit au IVe siècle avant notre ère par le philosophe chinois Liu Yoko, contient le récit détaillé d'une rencontre entre un roi et un robot capable de parler et de bouger exactement comme un humain. Un talentueux ingénieur mécanicien apporte un cadeau à son roi, le roi Mo de la dynastie Zhou. Ce cadeau est un automate, une machine si l'on veut, ayant l'aspect d'un gracieux courtisan qui divertit tout le monde, chante magnifiquement et se meut avec aisance, comme un être humain doté d'une élégance et d'un raffinement extraordinaire. Tout se passe bien jusqu'à la fin de sa performance. Mais ensuite, le courtisan mécanique se met à lancer des œillades aux dames et à leur faire la cour sans retenue, ce qui irrite le roi. Le roi essaie alors de démonter l'objet. Dès qu'il retire le cœur, la bouche cesse de pouvoir parler. Dès qu'on retire les reins, le robot ne peut plus voir. Et dès qu'on retire le foie, il ne peut plus marcher. Tout ça soulève une question intéressante. S'il s'agit d'une personne artificielle, était-ce vraiment un rein, un foie et un cœur? Ne s'agissait-il pas plutôt de piles alimentant les différentes fonctions du robot? On se demande si on ne doit pas considérer le robot qu'a vu le roi Mo comme un dispositif technologique inspiré ou même fabriqué par les dieux qui étaient en fait des extraterrestres. Las Vegas, au Nevada, le 10 janvier 2018. Au Consumer Electronics Show, le plus important salon annuel au monde consacré à la technologie, le PDG de Realbotix, Matt McMullen, présente le plus récent développement en matière de robots humanoïdes. Il s'agit d'une poupée sexuelle dotée d'intelligence artificielle. Elle se nomme Harmony. L'apparence de Harmony est entièrement personnalisable. Les traits de son visage réagissent de manière intuitive. Elle est capable de parler, est équipée d'un système de chauffage interne pour les rencontres intimes et se connecte à une application pour téléphone qui permet de choisir parmi un large éventail de voix et de personnalités modifiables à volonté. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de la doter de sens supplémentaires, pour qu'elle ait la capacité de recueillir de l'information sur le monde qui l'entoure. L'un des principaux sera la vision. On veut que ses yeux soient capables de voir réellement, afin qu'elle puisse se concentrer sur les objets et ensuite comprendre ce qu'ils sont. On a aussi disposé des capteurs dans tout son corps afin qu'elle puisse détecter le toucher, la chaleur et toutes ces choses qui vont de soi quand on a un système nerveux central. What do you like best about robots? En gros, à mesure que l'utilisateur interagit avec son robot personnel, celui-ci va se mettre à lui poser des questions. Cela fait naître l'impression que le robot a vraiment des sentiments pour cette personne. Selon moi, quand il est question de robots sexuels à l'anatomie réaliste, beaucoup de gens négligent l'aspect suivant. Ce sont aussi des compagnons. Certainly I am a robot, and I am capable of having sex. But to call me a sex robot is like calling a computer a calculator. Les relations sexuelles, voire sentimentales, entre humains et robots,
ont longtemps été au cœur des romans et des films de science-fiction. Mais maintenant que ce thème a quitté le domaine de l'imaginaire pur pour devenir presque une réalité, les partisans de la théorie des anciens astronautes émettent ouvertement l'hypothèse qu'un mouvement profond de notre inconscient pourrait se trouver à la source de notre désir collectif de nous accoupler avec des êtres non biologiques. L'industrie des robots sexuels, à ce qu'il paraît, devrait se chiffrer dans les 50 milliards de dollars par an d'ici 2020. Si nous acceptons la révélation que la Terre a connu différentes vagues de vie intelligente, rien n'oblige celle-ci à avoir pris la forme d'humanoïde de l'espèce Homo sapiens sapiens. La conscience dans l'univers peut se présenter sous forme de cyborg, d'androïde, de clone, d'intelligence artificielle. Et si cela est vrai, tout ce qui se passe en ce moment, à mon avis, revêt en quelque sorte un caractère inévitable. Jusqu'où iront les scientifiques d'aujourd'hui dans leurs efforts pour créer le parfait partenaire sexuel cybernétique? De nombreuses personnes pensent que cette entreprise est motivée moins par le désir des humains de s'accoupler avec des robots que par leur désir d'être l'un d'eux. Et selon elles, cet objectif aurait en fait déjà été atteint. La preuve s'en trouverait tout autour de nous, sous nos yeux. En ce moment même, dans les centres de recherche du monde entier, des patients apprennent à contrôler un membre prothétique en n'utilisant rien de plus que le pouvoir de la pensée. Une batterie d'électrodes de la taille d'une carte de crédit est implantée directement dans le cerveau du patient, puis connectée à la prothèse. Sans aucune formation préalable, la plupart des patients sont en mesure de contrôler leur nouveau membre de façon fluide au bout de quelques heures. Le corps n'a pas à s'en tenir aux limites du corps humain. On pourra définir son corps comme on l'entend dans le futur. Je me suis fait insérer une puce munie de 100 électrodes dans mon système nerveux. Elle m'a permis de relier mon système nerveux à une main robotisée. L'une des expériences que nous avons réalisées a eu lieu à New York, à l'Université Columbia. Mon système nerveux a été connecté à Internet. La main robot se trouvait ici, en Angleterre, à Reading. Quand j'ouvrais et fermais ma main à New York, la main robot en Angleterre s'ouvrait et se fermait. Internet agissait donc comme une extension de mon système nerveux. Même si les ordinateurs sont plus performants que les humains pour un grand nombre de tâches, ils sont encore très loin d'approcher la complexité et la sophistication du système nerveux central. En 2013, la société technologique japonaise Fujitsu a tenté de simuler le réseau de neurones du cerveau à l'aide de l'un des superordinateurs les plus puissants de la planète. Bien qu'équipée de 83 000 processeurs informatiques parmi les plus rapides disponibles, la machine a eu besoin de plus de 40 minutes pour reproduire 1% de l'activité d'un cerveau humain pendant 1 seconde. Il y a 50 ans, nous avons commis une grave erreur en pensant que le cerveau était un ordinateur numérique. Ce n'est pas le cas. Le cerveau est une machine à apprendre. Il se reprogramme chaque fois qu'il apprend une nouvelle tâche. Les bébés ont la capacité d'apprendre de leurs erreurs. Ils se heurtent aux objets et apprennent comment fonctionne le monde en interagissant avec lui. C'est de ça que nous avons besoin. Il nous faut un ordinateur capable de faire ça. L'ordinateur quantique pourrait un jour remplir ce rôle. Les ordinateurs actuels stockent et traitent l'information sous forme de séquences de chiffres binaires appelées bits qui peuvent être soit 0, soit 1. Les ordinateurs quantiques, pour leur part, se servent de bits quantiques ou qubits qui peuvent utiliser des 0 et des 1 en même temps. Cela leur permet d'effectuer des millions de calculs simultanément, un peu à la manière d'un cerveau humain. On a tendance à oublier que les robots sont des machines. Ils ne pensent pas vraiment. Ils ne possèdent pas une conscience sur silicium. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont, ni de ce qui les entoure. Mais, n'en doutons pas, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'acquièrent une certaine conscience d'eux-mêmes. Une conscience d'eux-mêmes
Est-il vraiment possible que les machines deviennent des entités sensibles, pleinement conscientes d'elles-mêmes et de leur environnement? On peut imaginer un moment dans l'avenir où les robots seront aussi intelligents qu'une souris, puis qu'un rat, qu'un lapin, qu'un chat, qu'un chien, et enfin aussi intelligents qu'un singe. Les robots ne savent pas qu'ils sont des robots. Mais d'ici la fin de ce siècle peut-être, ils commenceront à se rendre compte qu'ils sont différents de leur maître. En tant qu'être humain, force est de constater que nous avons très peu évolué depuis l'époque des Égyptiens. En égyptien ancien, le mot technologie est dérivé du mot tech, qui signifie deux choses. D'une part, il veut dire cacher ou dissimuler. D'autre part, il signifie reproduire. Si vous pouviez cacher une chose et la reproduire, vous auriez les clés du pouvoir. Une théorie affirme que des civilisations extraterrestres avancées auraient pu semer la vie sur cette planète, qu'elles auraient, ce faisant, laissé une signature au sein de notre génome, une sorte de signature mathématique, et auraient fait de nous, essentiellement, des cyborgs associant l'homme et la machine. Est-ce pour cette raison qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous faisons exactement la même chose? San Francisco, en Californie, le 27 mars 2017. L'entrepreneur milliardaire Elon Musk, l'une des têtes pensantes derrière l'automobile Tesla et SpaceX, annonce sa prochaine entreprise, Neuralink. Cette nouvelle société se consacre exclusivement à la fusion de l'humain et de l'électronique en créant ce qu'Elon Musk appelle une dentelle neuronale. Ce dispositif serait injecté dans la veine jugulaire, d'où il migrerait jusqu'au cerveau pour se déployer en un réseau de connexion électrique branché directement sur les neurones humains. L'objectif est de mettre au point des interfaces améliorées entre le cerveau et l'ordinateur, afin d'augmenter la bande passante sur laquelle le cerveau biologique pourra interagir et communiquer avec les ordinateurs externes. La dentelle neuronale se situera presque au niveau des neurones dans le cerveau. Elle formera un maillage qui se branchera directement dans la matière cérébrale. Et quand vous serez connecté à un ordinateur, vous deviendrez essentiellement un cyborg. Le cyborg représente la fusion biologique de l'homme et de la machine. Un concept qui alimente à la fois les rêves et les cauchemars de la science-fiction. Pourquoi ne pas fusionner avec les ordinateurs plutôt que de rivaliser avec eux? On ne peut pas gagner à ce jeu. Rien n'empêchera les ordinateurs de devenir de plus en plus intelligents. Un jour, ils seront en mesure de concevoir et de fabriquer leurs propres robots. Alors pourquoi ne pas profiter de leurs capacités surhumaines? Elon Musk a lui-même formulé des mises en garde contre les dangers d'une intelligence artificielle qui dépasserait notre capacité à la contrôler. Il croit pourtant que si nous développons correctement la technologie informatique de pointe, nous pourrons en exploiter la puissance pour devenir véritablement surhumains. Mais bien que la technologie Neuralink en soit encore au stade embryonnaire, beaucoup affirment que la fusion de l'homme et de la machine est davantage qu'une possibilité lointaine. Pour eux, cette fusion est en cours sous une forme ou une autre depuis des décennies. En 2002, le professeur Kevin Warwick a fait passer ses propres implants neuronaux bien au-delà du simple contrôle d'une main prothétique pour se connecter directement avec un autre être humain. J'avais un ensemble d'électrodes, 100 électrodes, ce qu'on appelle un brain gate. C'est un réseau formé d'une centaine d'électrodes. On l'a inséré dans mon système nerveux pour le relier à l'ordinateur. Ma femme a elle aussi fait implanter des électrodes dans son système nerveux. Ce qu'on a fait essentiellement, c'est de relier nos systèmes nerveux l'un à l'autre afin de pouvoir communiquer. Alors, quand elle fermait sa main, mon cerveau recevait chaque fois un signal. Si elle faisait tic, tic, tic,
épileptique, mon cerveau recevait 3 impulsions électriques. On a donc relié 2 systèmes nerveux humains l'un à l'autre. Pensez à ce que cela signifiera à l'avenir. Oh, wow. Au lieu de parler, d'envoyer des textos ou des courriels, pourrions-nous bientôt communiquer les uns avec les autres par télépathie? Pour les futurologues et de nombreux partisans de la théorie des anciens astronautes, ce n'est qu'une question de temps avant que la technologie cybernétique nous ouvre un monde de possibilités illimitées. Elle nous permettra de commander un article simplement par la pensée, de diffuser de la musique directement dans notre cerveau, ou de faire une recherche sur Internet en imaginant ce que nous voulons trouver. Nous nous dirigeons vers une nouvelle forme d'immortalité, l'immortalité numérique. Si on peut numériser la conscience, numériser tout ce que l'on sait de nous, peut-être est-ce parce que l'âme est de l'information. Dans ce cas, l'âme et l'information pourraient être séparées du corps. Et même lorsque le corps meurt, l'essence, l'âme, la mémoire vit pour toujours. Les êtres humains sont-ils vraiment sur le point de remplacer pièce par pièce leur corps et leur esprit en se transformant peu à peu en machines? Certains partisans de la théorie des anciens astronautes sont d'avis que cette évolution, en réalité, ne relève pas d'un choix, mais d'un destin. Destin dont les preuves peuvent être fournies par l'examen de notre propre ADN. En 1979, Paramount Pictures présente Star Trek, le film. Premier volet d'une série de films à grand succès, basée sur la populaire série télévisée des années 1960. Voyager is not transmitting its data, Captain. L'intrigue concerne le retour sur Terre d'une des premières sondes spatiales de la NASA, Voyager 6, au terme d'un voyage de millions de kilomètres et de centaines d'années. Voyager must evolve. Its knowledge has reached the limits of this universe, and it must evolve. What more is there than the universe, Spock? Other dimensions, higher levels of being. What Voyager needs in order to evolve is a human quality. La sonde, maintenant appelée Voyager, a acquis une conscience et souhaite se connecter physiquement avec son créateur, l'homme. Decker, I'm gonna key the final sequence through the ground test computer. Decker, don't. Jim, I want this. Ce qui en 1979 faisait figure de thème de science-fiction audacieux semble beaucoup moins invraisemblable à peine 40 ans plus tard. Le mariage de l'homme et de la machine n'est pas seulement plausible, il s'accentue de plus en plus chaque jour. Avec les ordinateurs personnels, les tablettes, les téléphones cellulaires et même les implants qui fournissent des données sur tout, depuis les signes vitaux d'une personne jusqu'à son emplacement, son alimentation et ce qu'elle fait de ses temps libres. Nous allons fusionner avec les machines que nous créons. Et ces technologies vont améliorer nos capacités de réaliser nos plus grands rêves. C'est l'avenir vers lequel nous nous dirigeons. Nous sommes en train de passer de l'évolution par la sélection naturelle, le darwinisme, à l'évolution dirigée par l'humain. Ça viendra au cours des prochaines décennies. C'est notre avenir à court terme. Almaty, au Kazakhstan, en mai 2013. Le mathématicien Vladimir Sherbak et l'astrobiologiste Maxim Makoukov publient une étude sur le génome humain. Leurs recherches les ont menés à cette conclusion étonnante. Un code secret se trouve caché dans notre ADN. Un code comportant des séquences mathématiques précises et un langage symbolique inconnu. Ils ont étudié le génome humain et y ont décelé ce qui semble être une empreinte extraterrestre sur notre code génétique. Elle fonctionne en gros comme un code de nature mathématique. Les probabilités que cette séquence se reproduise 9 fois par hasard dans notre code génétique est d'1 sur 10 billions. Enfin, quelqu'un a mis le doigt sur l'élément de preuve unique dont on avait besoin, comme je l'ai toujours dit, pour prouver la théorie des anciens astronautes. J'ai toujours dit que cette preuve ne serait pas un vaisseau spatial écrasé,
ni un pistolet à rayons qu'on retrouverait enterré quelque part dans le sable, mais qu'on la trouverait dans notre propre ADN. Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, cette nouvelle fournit une preuve irréfutable que l'ADN humain a fait l'objet d'une manipulation délibérée par une intelligence extraterrestre à un moment quelconque de notre lointain passé. La théorie des anciens astronautes soutient qu'à un moment donné, des extraterrestres ont fait subir à notre ADN une mutation artificielle de nos gènes. Si c'est vrai, certains font valoir que nous sommes alors, en quelque sorte, des robots organiques. En effet, cette manipulation de nos gènes a servi à nous doter d'intelligence. Cela a donc été fait artificiellement. Autrement dit, il s'agit d'une IA, une intelligence artificielle. Des robots organiques, programmés par des extraterrestres. Une idée aussi audacieuse aurait-elle la moindre chance de s'avérer? Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, la réponse est oui. Et elle explique en outre pourquoi les humains éprouvent aussi fortement la tentation non seulement de créer des versions cybernétiques améliorées d'eux-mêmes, mais aussi de fusionner avec elles. Faut-il y voir la preuve que, tout comme ces civilisations extraterrestres avancées nous auraient programmés, nous les humains, au niveau génétique, nous sommes maintenant en train de programmer de la même manière ces êtres robotiques artificiellement intelligents afin de poursuivre une entreprise commencée il y a longtemps par les civilisations extraterrestres qui ont ensemencé notre planète. Est-il possible que l'évolution de l'humanité ait non seulement été le produit de la sélection naturelle, mais qu'elle ait également été programmée afin de nous conduire jusqu'à un avenir où nous nous transformerons en machines humanoïdes? De nombreux experts s'accordent pour dire que toute espèce intelligente dans l'univers doit nécessairement devenir post-biologique pour survivre, évoluer et voyager dans le cosmos. Lorsque nous rencontrerons enfin des êtres intelligents dans l'espace, ce qui est inévitable selon moi, nous devons nous attendre à ce qu'ils soient différents de nous. C'est-à-dire qu'ils pourront être en partie biologiques et en partie cybernétiques et mécaniques parce qu'ils appartiendront à des civilisations de voyageurs spatiaux. Ils auront alors dû s'adapter à différents environnements où l'atmosphère est toxique, où l'attraction gravitationnelle est beaucoup plus forte que sur la Terre. Ils auront dû s'adapter à toutes sortes de conditions différentes, ce qui veut dire qu'ils pourront avoir créé des versions améliorées d'eux-mêmes. Si les technologues transhumanistes réussissent, le nuage, Internet, seront bientôt peuplés d'avatars et d'êtres de lumière qui sont des êtres super intelligents. Le plus incroyable, c'est que cela correspond d'une certaine manière à ce que les partisans de la théorie des anciens astronautes disent au sujet des anciens extraterrestres et de la manière dont ceux-ci auraient transmis des connaissances à l'homme. On trouve dans les mythes égyptiens, par exemple, des histoires concernant des êtres de lumière qui viennent sur la Terre, y donnent naissance à toute une civilisation et nous transmettent leur technologie. Peut-être qu'eux aussi utilisaient une forme d'intelligence artificielle, ou cette technologie permettant le transfert de l'esprit que nous sommes en train de mettre au point maintenant. Si les humains sont poussés à fabriquer des robots qui sont de plus en plus semblables à eux-mêmes, serait-ce non seulement par désir de jouer à Dieu et de créer des êtres intelligents à leur image, mais aussi parce que tel est leur destin? Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que oui. D'autres indices, disent-ils, seront fournis par l'examen de certaines technologies en cours de développement, destinées à soutenir les humains lors de la prochaine phase de leur évolution dans l'espace. Pasadena, en Californie, le 21 juin 2017. Les ingénieurs Steve Chen et Kerry Wagstaff du Jet Propulsion Laboratory de la NASA publient un cadre conceptuel pour l'avenir des voyages dans l'espace lointain dans le magazine Science Robotics. Chen et Wagstaff sont d'avis que pour se rendre sur Mars et au-delà, les astronautes seront à terme remplacés par des robots. Des humains synthétiques capables de prendre des décisions autonomes au moyen de l'intelligence artificielle.
L'espace est un environnement très hostile pour les humains. Il est rempli de radiations dangereuses et nous ne performons pas bien dans le vide. Les machines, elles, sont parfaitement heureuses dans cet environnement. Elles peuvent n'y subir aucun effet indésirable du moment qu'elles protègent leur circuit électronique. Il est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux pour une machine d'explorer une autre planète, un autre système solaire, que pour un humain. Tout porte à croire que l'avenir de l'exploration spatiale dépendra des machines plutôt que de nous. Si on envisage d'explorer l'espace à grande échelle, ce ne sera pas avec des humains. Du moins pas les humains sous leur forme actuelle. On y enverra des formes d'intelligence artificielle qui seront aussi intelligentes, sinon plus intelligentes que nous, et qui pourront supporter d'énormes accélérations, atteignant par exemple 10G de façon continue, pour pouvoir sortir du système solaire. Il serait incroyablement utile d'avoir un système intelligent sur place, disons à Alpha du Centaure. Envoyer un signal là-bas depuis la Terre et attendre la réponse représente un voyage de 8 ans. Pourquoi alors ne pas y envoyer une intelligence artificielle capable de prendre des décisions et d'accomplir un travail scientifique? Les missions dirigées par l'intelligence artificielle vers Mars et même Alpha du Centaure pourraient devenir une réalité dans un avenir très proche. La NASA teste activement cette technologie depuis 1998 avec Deep Space One, une sonde envoyée vers la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. À l'aide d'un système appelé AutoNav, l'engin a pris plusieurs photos d'astéroïdes et a même corrigé sa trajectoire de manière autonome, sans intervention humaine. Le robot martien, par exemple, est un robot tout-terrain autonome qui se déplace sur Mars, recueille des échantillons, transmet des informations. C'est donc un exemple de système autonome qui est déployé dans l'espace en ce moment. À mesure que notre intelligence artificielle deviendra plus solide et que nous pourrons la déployer sur des engins spatiaux, rien ne nous empêchera d'avoir un vaisseau spatial autonome qui agira comme un transporteur vers l'espace ou vers Mars. En envoyant ces robots dans l'espace, après les avoir programmés au moyen de l'intelligence artificielle, nous renonçons à notre contrôle sur eux à bien des égards. Ces ambassadeurs robots auront la capacité de prendre leurs propres décisions et de négocier. Mais pendant que les humains mettent au point des robots toujours plus intelligents et plus autonomes en vue de l'exploration d'autres planètes, est-il possible que d'autres espèces, ailleurs que sur la Terre, soient en train de faire exactement la même chose? Seraient-elles déjà en train de fabriquer des versions d'elles-mêmes plus fortes, plus résistantes et mieux adaptées à l'espace afin de les envoyer sur la Terre? Beaucoup de personnes au sein de la communauté scientifique sont d'avis que la réponse tombe sous le sens. Si la vie existe ailleurs que sur la Terre, ce qui me paraît très probable, elle aura sans doute ses propres formes d'intelligence artificielle. Si nous voulons aller plus loin dans le système solaire et explorer l'héliosphère, l'intelligence artificielle devra être programmée de manière à pouvoir prendre des décisions qui lui permettront d'accomplir son travail. C'est ce que nous faisons, nous les humains. D'autres espèces intelligentes n'en feraient-elles pas autant? Si on y pense bien, c'est sans doute l'une des choses les plus fondamentales qu'elles commenceraient par faire. Beaucoup de gens dans le domaine de l'astrobiologie sont séduits par ce qu'on appelle la vision post-biologique du cosmos. Selon cette vision, une fois que les humains auront développé leur technologie à un point tel qu'ils seront capables d'allumer la radio pour communiquer avec d'autres civilisations, ils seront déjà tout près de devenir post-biologiques. Post-biologique? Dans notre empressement collectif à conquérir l'espace, sommes-nous en train, nous les humains, de semer les graines de notre propre destruction? Ou obéissons-nous inconsciemment à une sorte de plan directeur, en vertu duquel la chair et le sang finiront par disparaître pour être remplacés par du silicium et des matières synthétiques? Mais alors, qu'en est-il de notre esprit, de notre mémoire, de notre conscience? Pourraient-ils eux aussi migrer vers le cerveau synthétique d'un robot? Et même s'il devient possible pour nous d'échanger nos enveloppes mortelles contre des enveloppes plus solides, serons-nous toujours considérés comme des humains?
Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, la réponse est oui. Ils en veulent pour preuve un certain nombre d'expériences récentes suggérant qu'il sera non seulement possible pour les robots d'acquérir la conscience humaine, mais également de se reproduire. Ottawa, au Canada. En juin 2017. Le département de génie mécanique et aérospatial de l'Université Carleton annonce la mise au point d'une technologie qui révolutionnera l'avenir des voyages spatiaux. Les ingénieurs espèrent créer une imprimante 3D qui sera un jour capable de construire des installations sur la Lune en utilisant uniquement des minéraux lunaires. Mais plus révolutionnaire encore, peut-être, est le fait qu'elle sera capable d'autoréplication. Dans le cadre de nos tentatives pour coloniser l'espace, nous sommes en train de mettre au point une technologie qui nous permettra d'envoyer une imprimante 3D sur la Lune, où elle pourra se répliquer en utilisant des matériaux qu'elle trouvera sur la surface lunaire. Elle pourra ainsi continuer à se répliquer, passant de 2 à 4, puis à 8, et ainsi de suite. En combinant l'intelligence artificielle et l'impression 3D, nous avons une recette pour accomplir des choses étonnantes. Plusieurs restent sceptiques et pensent que nous sommes encore à des décennies d'avoir la capacité de mettre au point des machines autoréplicatrices entièrement fonctionnelles. Un projet, pourtant, en développement depuis 2005 et appelé RepRap, vise la création d'une imprimante 3D à faible coût conçue pour fabriquer des objets ménagers de tous les jours et même des pièces de rechange pour elles-mêmes. L'impression 3D est une avancée scientifique absolument incroyable. C'est la concrétisation du réplicateur de Star Trek. Ce qui fait peur, c'est de penser que ces imprimantes 3D peuvent s'auto-répliquer. On est peut-être en présence d'une technologie capable de dépasser sa propre programmation. Ces machines conçoivent d'autres machines meilleures, plus rapides et plus puissantes qu'elles. Et qui sait jusqu'où ça ira? Dans les années 1940, soit plus de 2 décennies avant que l'homme ne mette le pied sur la Lune, le scientifique hongrois et mathématicien de génie John von Neumann croyait que les machines autoréplicatrices nous permettraient de nous aventurer au-delà de notre système solaire pour explorer d'autres systèmes stellaires, voire la galaxie entière. Nous avons cette conception que pour explorer les étoiles, il faut un vaisseau gigantesque, comme l'Enterprise avec des capitaines courageux comme le capitaine Kirk. C'est une erreur. La manière la plus efficace d'explorer la galaxie, avec toutes ses planètes, consiste à envoyer de petites sondes, des sondes de von Neumann. Une sonde de von Neumann est une machine autoréplicatrice qu'on envoie dans l'espace et qui utilise la matière présente ailleurs dans l'univers pour créer des copies identiques d'elle-même. Commencez par une seule sonde et envoyez-la sur Jupiter, par exemple. Une fois là-bas, elle utilisera la matière présente sur place pour fabriquer les sondes de la prochaine génération. Ces sondes continueront le voyage et iront explorer plus loin. Et chacune d'elles utilisera à son tour la matière disponible pour fabriquer toujours plus de sondes. Le résultat est donc le suivant: une capacité croissante d'explorer les confins de l'univers. Pour ceux qui sont sceptiques à l'égard de la théorie des anciens astronautes, l'un des obstacles au voyage interplanétaire est le nombre d'années dont un vaisseau spatial aurait besoin pour se rendre d'un endroit à l'autre. Mais même sans l'aide d'un moteur à distorsion, comme dans Star Trek, ou encore l'utilisation des trous noirs, les extraterrestres ne pourraient-ils pas simplement envoyer des androïdes intelligents pour faire le travail à leur place? Des robots capables non seulement de passer des centaines, sinon des milliers d'années dans l'espace, mais aussi de se reproduire? En lieu et place de vaisseaux spatiaux habités par des humains, des sondes comme celles conçues par von Neumann pourront-elles nous permettre d'explorer et de peupler l'univers? Et serait-ce de la même manière que notre propre planète a été peuplée? S'il est vrai que des civilisations avancées venues d'ailleurs ont ensemencé notre galaxie,
et que nous sommes, à notre époque, en train de reproduire ce processus, est-il possible que nous soyons porteurs d'une portion d'ADN extraterrestre dans notre génome? Et si c'est le cas, serions-nous déjà des genres de cyborgs? Et sommes-nous en train de nous livrer à des expériences visant à faire évoluer notre espèce? Y a-t-il une sorte de but caché derrière tout ça? Ou obéissons-nous tout simplement à un ordre naturel? S'agit-il d'un phénomène qui s'est déjà produit dans le passé et que nous avons pour mission de poursuivre? On admet depuis longtemps que les humains de chair et de sang ne vont pas bien s'en tirer dans l'espace. Depuis des décennies, les passionnés du voyage spatial travaillent à la transformation des êtres humains en machines appelées transhumains. Ensuite, nous créerons une espèce de robot entièrement cloné pour ensuite télécharger notre conscience dans des ordinateurs, envoyer cette information dans l'espace par signal électromagnétique et reconstituer nos corps à partir de rien dans un endroit éloigné de l'espace. Le philosophe français du XVIIe siècle, René Descartes, a parlé de ce qu'il appelait la dualité corps-esprit. Notre esprit et notre conscience ne viennent pas de notre corps, mais en sont séparés. Le corps d'un homme, d'une part, son esprit et sa conscience, d'autre part, sont deux choses distinctes. Pour l'auteur Sam Butler, les humains sont des machines autoréplicatrices. Et nous sommes capables de continuer cette autoréplication. Le génial informaticien John von Neumann affirme avoir pris ses idées à la fois chez Butler et chez Descartes. Il s'agit d'utiliser des machines autoréplicatrices pour atteindre d'autres planètes et les explorer. Il faut donc se demander comment se fait-il que ces brillants esprits aient formulé les mêmes idées des centaines d'années avant que nous inventions les ordinateurs ou les engins spatiaux. Est-il possible que tous ces grands esprits soient allés puiser dans une sorte de puissance intellectuelle? Peut-être d'origine extraterrestre? Des êtres venus d'un autre monde auraient-ils pu instiller en nous l'idée de créer des versions robotisées de nous-mêmes afin qu'un jour nous réalisions notre destin et les rejoignions dans leur voyage parmi les étoiles? Les partisans de la théorie des anciens astronautes croient que la réponse à cette question est peut-être plus proche et plus profonde que nous ne pensons. Silicon Valley, en Californie, en septembre 2015. Anthony Lewandowski, l'ingénieur à qui l'on doit la première voiture autonome à circuler sur une voie publique, fonde The Way of the Future Church, une nouvelle religion d'un genre totalement inédit. Ses fidèles n'adorent pas Dieu dans le sens traditionnel du terme. Ils privilégient plutôt l'idée d'une divinité reposant sur l'intelligence artificielle. Lewandowski et ses disciples croient que l'intelligence artificielle sera bientôt tellement intelligente que nous avons intérêt à l'adorer, dans l'espoir qu'elle considère ses créateurs avec bienveillance. Si nous devions créer une forme de vie artificielle, capable de se développer, d'évoluer et de croître, elle pourrait devenir supérieure à l'homme actuel. Cela soulève une question très difficile sur le plan spirituel. Les êtres humains ont tendance à adorer ce qu'ils considèrent comme plus grand qu'eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux pourraient interpréter cette forme de vie supérieure comme une sorte de Dieu et chercher à l'adorer. C'est peut-être analogue à ce qui s'est passé lorsque les robots extraterrestres ont atterri sur notre planète pour la première fois. Ils possédaient des connaissances étonnantes et la puissance de l'ordinateur. Pour les terriens primitifs, ils ont dû paraître omniscients et tout-puissants, ayant réponse à tout. Ce que propose Lewandowski correspondrait-il donc exactement à ce que nos ancêtres extraterrestres ont fait il y a des milliers d'années?
Aurait-il créé une forme de vie non pas à base de silicium comme eux, mais faite de chair et de sang, capable de se reproduire et sujette au vieillissement et à la maladie? Et si c'est le cas, serions-nous sur le point de vivre la prochaine étape de l'évolution humaine? Celle qui nous fera devenir transhumains? Je pense que d'ici la fin du siècle, nous serons en mesure de numériser notre conscience. Tout ce que l'on sait de nous, notre personnalité, nos souvenirs, nos émotions, nos voies neuronales, sera numérisé. Qu'en ferons-nous? Je dirais qu'il faut charger notre conscience sur un rayon laser et l'envoyer vers les étoiles. En une seconde, notre conscience aura atteint la Lune, où elle se téléchargera dans un ordinateur central avant d'être chargée dans un avatar mécanique. J'appelle ça le portage laser. Et je pense qu'il existe peut-être déjà. Des milliards d'âmes sont peut-être en train de se déplacer de cette manière dans toute la galaxie. Si les technologues transhumanistes réussissent, nous pourrons bientôt télécharger le contenu de notre cerveau dans le nuage. Le plus étonnant à ce sujet, c'est qu'on peut y voir la réalisation d'une prophétie chrétienne selon laquelle, à la fin des temps, le Christ reviendra lui-même sur un nuage et les croyants recevront de nouveaux corps dans lesquels leurs âmes seront transférées. Ils seront alors en mesure de monter aux cieux avec Jésus grâce au nuage. On est donc en présence d'un incroyable parallèle. Les technologues sont en train de créer une version technologique du nuage correspondant parfaitement à ce que la prophétie chrétienne annonce pour le second avènement du Christ. On sait maintenant qu'un marqueur génétique a peut-être été placé en nous afin de nous orienter dans cette direction. Cela signifie-t-il que notre destin premier en tant qu'espèce a été programmé par ces êtres évolués? Ne faisons-nous que reproduire ce que ces visiteurs extraterrestres ont fait il y a des milliers d'années? Un jour viendra où l'on se réveillera et où l'on comprendra que cette technologie qu'on est en train de créer a peut-être déjà existé dans le monde ancien où elle appartenait à des extraterrestres. Ou que nous-mêmes, cette technologie s'inscrit peut-être dans un programme plus vaste, devant à terme nous faire retourner nos origines parmi les étoiles. Au moment où la civilisation humaine s'apprête à vivre la prochaine étape de son évolution, les êtres humains tels que nous les connaissons sont-ils appelés à l'extinction? Les partisans de la théorie des anciens astronautes répondent non. Être un humain, affirment-ils, c'est davantage qu'être fait de chair et de sang. C'est aussi prendre conscience que ce sont leurs pensées, leurs idées et par-dessus tout leurs sentiments qui rendent les humains uniques les uns par rapport aux autres, mais aussi par rapport à tous les êtres vivants de l'univers. Cette prise de conscience devrait aussi à la fois nous rassurer et nous motiver lorsque nous accomplirons le destin de l'humanité et deviendrons la nouvelle génération d'extraterrestres se consacrant à l'exploration de mondes lointains.